Courte annonce pour dire que dans cet épisode, il y aura 2 alarmes qui ont été enregistrées. Pour les gens qui nous écoutent d'Israël, surtout ne pas stresser. Ça sera annoncé juste avant. Donc la première alarme, elle va être là à la fin de l'annonce. Et la deuxième alarme à la fin de l'épisode, ça sera annoncé 10 secondes avant. C'est une alarme qui s'est déclenchée pendant l'enregistrement de l'épisode. Donc on vous la met avec. Inscription de maths dans le béton. Là. Et ben on va finir comme ça. Malheureusement, je pense. On vous montre l'alerte. Voilà. On va aller se trouver un abri. רגע, אתם יורדים למקום שאתם יודעים איפה זה? -5. Ok. Donc là, on entend les sirènes des gens et on l'entend dehors aussi. Et donc on a 2 minutes. On attend l'impact en espérant donc que là, c'est une interception. Donc là, on sait que c'est pour nous. Le jingle de pro. C'est parti, mon kiki. Et on est le 5 mars, on est à Tel Aviv, il est 12h41 et on a eu qu'une alerte, je touche du bois, depuis ce matin. Ah ouais, on en a quand même eu 3 cette nuit. Moi, tu vois, je dis depuis ce matin. Depuis ce matin. On espère qu'on ne va pas être interrompu aussi. Et déjà, on va vous dire qu'on a fait un effort. Parce que on se disait, on va faire ça sur Zoom, évidemment. Il y a des missiles qui tombent, mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est des vrais Israéliens. On est prêts à affronter le danger. Et je suis venu à Tel Aviv, especially for you. Et moi, je suis sortie de chez moi. Je suis venue en trottinette. On a bravé le danger. Ma mère qui me dit sors pas. Et je la comprends évidemment. C'est flippant. Mais à la fois, on devient fou aussi quand on est enfermé chez nous avec des missiles balistiques supersoniques. Et alors, tu sais comment on dit missile karka en français ? Terre. Sol. Voilà. Sol. Donc on est devenus des experts aussi en quel type de missile et quel type d'interception. Le nouveau laser beam a été utilisé contre des drones qui venaient du Liban. Donc, voilà, on a officiellement le laser le plus puissant. On ne rigole pas nous les gars. Ouais, et pourtant... Récap, on a fait le dernier épisode la semaine dernière. Jeudi dernier. On l'a uploadé vendredi et Shabbat, c'est-à-dire samedi, première alerte, donc début de la guerre, frappe israélienne sur l'Iran. La première alerte, c'est toujours oh my God. Moi, je suis toujours en mode oh my God, non ? Je sais pas. En fait, on s'y attendait. Ça fait quand même 3 mois. Oui, mais tu t'y attends. Ouais, tu t'y attends, mais le moment où le téléphone, il t'annonce que le missile est en chemin. Alors, pour les gens qui ne savent pas, les alertes, ça se passe comme ça en Israël. Je parle pour vraiment... C'est Israël pour les nuls. Comme on en profite pour tout expliquer. On explique tout. Donc, les alertes, c'est... Qui viennent d'Iran. Oui, il y a plusieurs alertes. Oui, on va tout vous dire. Il y a la bande de Gaza, 3 minutes pour Tel Aviv. Il y a le Liban, 2 minutes pour Tel Aviv. Et c'est directement les sirènes. Et là, alors l'Iran... Et pour l'Iran, c'est... Alors déjà, il y a le téléphone qui est spammé. Qui devient fou. Tu peux pas, c'est pas une alerte que tu peux enlever. T'es spammé par l'armée et donc ils prennent. T'as un truc qui se met à sonner. T'as une alarme vraiment qui est super stressante et qui te dit donc des missiles ont été envoyés depuis l'Iran. Tech shelters. Allez chercher. Oui, allez vous rapprocher. Oui. Des abris anti-bombes. Ça, c'est la première alerte. Donc, et ça, c'est les bunkers. C'est-à-dire, il y a la différence entre les petits mamad, les petits bunkers qui sont dans les appartements où tu peux te mettre quand il y a les missiles qui arrivent, les roquettes, les petits missiles. Non, c'est pour tout, non ? Les gens qui n'ont pas d'abri. Les missiles sur l'Iran, les missiles qui arrivent d'Iran, vaut mieux aller dans un bunker. Ouais, en fait, ils se sont rendus compte, malheureusement, à la dernière attaque avec l'Iran, que quand on n'a pas de chance, et c'est malheureusement, ça a été le cas à Beersheva, et que le missile balistique a tapé vraiment sur ce que tu appelles le mamad, donc vraiment l'abri. Les petits abris qui sont construits comme une chambre forte dans un appartement. Quand le tir balistique de 50 tonnes, d'une demi-tonne, il te tombe sur l'abri, on ne peut rien faire. Mais on a eu aussi des cas, malheureusement, il y a 8 mois, en juin, quand il y a eu la dernière attaque avec l'Iran,
où les missiles ont tapé sur les immeubles et le Mamad est resté intact. Donc, il faut quand même pas... ne paniquez pas si vous nous entendez que vous êtes en Israël et que Ronnie vous dit ça. Non, moi je suis en mode panique. Moi je suis en mode quand c'est les missiles qui arrivent d'Iran, vaut mieux aller dans les gros bunkers. Enfin, ça dépend où vous êtes en fin de compte. Si t'es dans un petit village, si t'es dans un nowhere, c'est clair que bon, la statistique que tu te manges le missile dans un petit village, c'est assez rare. Mais dans Tel Aviv, vaut mieux vraiment aller dans les bunkers qui sont dans les écoles, sous les supermarchés, sous les grands bâtiments. Les parkings. Oui, les parkings, ce genre de trucs-là. Donc, on a 10 minutes pour se préparer. Et comme vous voyez, il y a plusieurs doctrines. et à un moment, ils disent... Donc, il y a une deuxième alerte qui va dire... aux villes ou aux villages spécifiques sur lesquels ça va tomber. Parce qu'au début, c'est tout Israël, c'est faites gaffe, ça arrive. Ouais. Des fois, ils disent, bon, c'est que dans le nord, c'est que dans le sud. Et au bout de 3-4 minutes, ils commencent à savoir. Donc, je pense qu'ils calculent les trajectoires. Et là, ils disent, bon, ça va tomber sur Tel Aviv, par exemple. Et donc là, tu as 2-3 minutes pour vraiment rentrer dans ton bunker. Ça, c'est les alertes sur l'Iran. Et donc ce samedi, première alerte, c'était le matin. Je te jure, j'ai l'impression que ça fait 3 mois, j'ai oublié. C'était le matin de super bonne heure. Ah oui, c'était à 8h. Ouais. Un samedi matin. Ouais. Moi, il y avait j'ai une synagogue juste en bas de chez moi. Et du coup, on voyait les gens en train de prier. Il y avait un petit qui avait sa bar mitzvah. Et donc, on voyait en fait les gens en train de prier. Comment dire, il y a la synagogue, il y a une petite cour devant la synagogue et il y a l'entrée d'un bunker public. Donc en fait, tout le quartier, les chiens, tout le monde se rapprochait. Et d'un seul coup, tu as donc les mecs en train de prier, le petit qui fait son alia à la Torah, donc il monte lire la Torah pour la première fois, etc. Plein de gens de Tel Aviv avec leurs chiens, avec leurs joints en train de fumer à côté de ça. Un truc complètement délirant. Et l'alerte commence, et là tu vois tout le monde avec leur châle de prière, leur talit et tout, rentrer tous tout calmement, parce que les Israéliens quand même, il y a une résilience dingue, et donc tout le monde rentre tout calmement, tu vois les petits enfants qui rentrent avec leur vélo et tout, et en fait là on comprend que ça y est, c'est un peu le début de la merde quand même, la première alerte en fin de compte ça a été pour dire on a tapé sur l'Iran, soyez prêts. C'était pas une alerte pour dire que les missiles étaient en chemin comme les autres. C'était genre pour dire ça y est, c'est parti. Ils nous avaient déjà fait ça en juin. Oui, ils avaient fait ça en juin. Ils nous avaient réveillés au milieu de la nuit en pour disant nous dire, oui, on attaque. Donc ça c'est commencé, donc soyez prêts. Et donc moi entre la première alerte et la deuxième, j'ai dit à ma femme on se casse, on part de Tel Aviv. Ah, t'es parti directement ? Direct. Déjà, j'avais mon sac, tu vois, comme je t'avais dit à l'épisode d'avant. Ouais. J'avais mon sac. Donc, première alerte, quand on est descendu, j'ai pris mon sac, on est sorti. Ma femme me dit, mais à chaque fois, elle me regarde, elle me dit, mais d'où t'es prêt comme ça? Elle est étonnée. Ouais, c'est ça, il y a vraiment 2 écoles, quoi. Ah ouais, elle est vraiment sur une autre planète. Donc j'avais mon sac, tout était prêt et tout. Je lui dis, écoute, on prend la voiture, on se casse. Elle me dit non et tout. Et donc, comme d'habitude, on commence à s'engueuler juste quand c'est... Ah bah la tension. Le stress, tu sais. Et donc, elle est en mode, non, on va pas avoir le temps de sortir de Tel Aviv et on va être pris sous le feu de la deuxième attaque. Vaut mieux rester ici. Et je lui dis non, vaut mieux partir, même à prendre le risque d'être en route quand la deuxième salve tombe. Et là, on commence back and forth à presque s'engueuler. On est dans la rue et tous les gosses qui nous regardent encore, ces deux-là et tout ça. À chaque fois. Mais tu vois, c'est le stress. Bien sûr. Et là, on voit un voisin qui sort avec ses valises. Il n'avait pas que le sac. Ah, le mec, il était prêt, quoi. C'est un Français en plus. Non. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, on part de Tel Aviv. Et je la regarde, je lui dis, tu vois le monsieur? Tu vois comment il va, le monsieur? Je suis pas le seul. Elle me dit, OK, on y va. Et donc, elle a été chercher la voiture qui est garée chez ses parents. Mmh. Le temps qu'elle aille chercher la voiture, moi, j'ai fait les sacs, les gosses et tout. Je leur ai dit de prendre ce qu'ils ont pris. En 10 minutes, on était prêts. Et on est parti chez la sœur de ma femme qui habite dans un petit village. Oui, qui est... dans un moshav. Ouais, qui est à 40 minutes de Tel Aviv. Et donc c'est plus calme là-bas?
on a le même nombre d'alertes. Déjà, les premières alertes, celles de 10 minutes, elles se déclenchent partout, Oui, de toute pratiquement façon. partout, pareil. Ouais. C'est vrai qu'il y a plus de tables sur Tel Aviv, sur le centre, Ouais. que là où on est, mais je pense qu'on en a, on va dire, 2 tiers. Ouais. Mais on est moins stressé parce que, encore une fois, c'est dans la tête. Hein. On est moins stressé parce que déjà, on reste dans la maison. Donc, même si c'est la nuit que tu dors, tu n'as pas à sortir de chez toi pour aller dans un bunker. Ouais. Tu descends, tu vas à l'étage d'en dessous. Il y a une chambre renforcée dans la maison, comme il y a dans toutes les maisons israéliennes. Et on se met là avec le chien et on attend. Et t'attends, quoi. Mais c'est sûr que, encore une fois, je touche du bois, mais c'est sûr qu'un impact direct sur une maison dans ce genre-là... Alors, en parlant d'impact direct... Vas-y, Chana. Nous, on n'est pas partis de Tel Aviv et on habite dans le centre de Tel Aviv. Et malheureusement, donc on a passé notre Shabbat, notre samedi à effectivement courir à l'abri. Nous, on a un abri qui est donc une chambre forte. Vraiment, notre immeuble, il date de 1956, si je ne me trompe pas. Donc ça a été un des premiers bunkers du quartier dans un immeuble. Tu as un bunker sous le bâtiment. Dans le bâtiment. Ouais, c'est les escaliers du bâtiment, mais on descend un petit peu une sorte de sous-sol. Et du coup, je suis qu'avec mes voisins. Et il y a, comme je te disais justement, le bunker aussi public qui est juste devant chez nous. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup d'options. On a beaucoup de chance à ce niveau-là parce qu'on sait malheureusement qu'il y a beaucoup aussi de villages en Israël, dans la périphérie notamment, où les gens n'ont pas accès suffisamment à des bunkers. Et le gouvernement Netanyahou, depuis 20 ans, qui dit que son ennemi numéro 1, c'est l'Iran, n'a quand même pas mis en place tout pour que tous les citoyens aient accès à des bunkers. Donc la situation, moi, je la trouve extrêmement angoissante pour des gens qui n'ont pas accès à ça. J'imagine avec des enfants et tout, c'est délirant en fait. Donc nous, on a ce privilège-là. Village arabe, territoire palestinien. Oui, c'est-à-dire... pas grand-chose. Oui, et puis tous les anciens... Il y a dans les écoles, généralement, ou sous les écoles. Bah, d'ailleurs, en juin, il y avait un village dans le nord qui avait beaucoup souffert parce qu'il y avait un missile qui s'était écrasé sur son terrain de foot et il y avait eu des enfants qui étaient morts à Majel Shams, dans le nord, dans le Golan, et zéro abri. Voilà, un village entier sans abri. Donc, je mets ça aussi en perspective moi, j'ai quand même un abri dans mon immeuble. Le soir, je crois, la 5e, 6e... la première journée était très longue. Il y avait très longue. On a passé, je crois qu'on a passé 11 heures dans les abris parce qu'en fait, je pense qu'ils avaient tellement d'attaques et aussi maintenant, la nouveauté iranienne, c'est ces missiles avec des têtes qui se décuplent et où il y a 20 petites bombes. Donc, c'est-à-dire, même si elles n'ont pas explosé, si le missile est tombé, si on passe et qu'on touche après cette bombe, elle explose et ça fait encore une explosion. Donc, bref, ça, donc, ils avaient très peur, en fait, au début, je pense, et ils voulaient contrôler la situation. Donc, ils nous ont laissé, au total, après chaque alarme, peut-être 1 heure et quart dans les abris. Et donc, on a passé 10 heures. Il faut s'imaginer avec des enfants, des chiens, le stress de ne pas savoir, d'enfermer dans ces bunkers. Et nous, vers 22h, on y va. Et là, on entend un boom assourdissant. L'immeuble tremble complètement. Et là, on se dit, c'est tombé très, 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 très proche. Est-ce que, quand on va sortir du bunker, est-ce qu'il y a un immeuble encore ? Ou est-ce qu'on est enseveli ? Et là, c'est un peu panique à bord, parce qu'en fait, on ne peut pas ouvrir la porte blindée. On doit attendre encore que notre portable nous informe qu'on a le droit de sortir. Et là, tu te dis, nous, on a 2 chats. Est-ce qu'on a un immeuble ? Est-ce qu'on a un appart ? Est-ce qu'on a nos chats ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Est-ce que c'est l'apocalypse ? Et là, on sort. On habite au 4e étage. On monte. On voit que l'immeuble est encore là. On monte. On voit que certaines des portes sont défoncées, c'est-à-dire elles sont ouvertes. Elles se tiennent encore, mais elles sont ouvertes, donc par le choc. Et très vite, on entend des ambulances, panique à bord. On arrive chez nous, on voit le sol rempli de verre, de débris de verre, plus de fenêtres. Et là, tu te dis, est-ce que si je vais sur mon balcon, est-ce que le balcon tombe ? On ne comprend pas où a été l'impact. Et en quelques minutes, on comprend que c'est tombé sur notre bloc à 150 mètres.
Moi, je savais même pas que c'était une base militaire ou une base de renseignement. Ils sont tapés, vraiment, c'est des milliers de kilomètres. Ils ont tapé à 3 mètres près, à l'endroit où ils avaient ciblé, un immeuble détruit, une personne tuée, malheureusement une femme de 40 ans. Et là, on sort en fait de chez nous et on voit que tout le quartier Essoufflé. Essoufflé. Il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus de volets, il n'y a plus rien, tout est au sol. Ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que, encore une fois, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est que quand il y a un missile qui tombe, ce genre de missile-là, il y a l'impact, donc il y a le bâtiment qui se prend le missile, il y a un trou, et il y a tous les bâtiments qui sont autour, qui sont soufflés. Il n'y a plus de vitres, il n'y a plus de portes, il y en a qui tombent. J'ai vu à Pinsker, l'ancienne ambassade française, tu sais, le grand bâtiment là où il y avait l'ambassade. Pas plus une rien. Fenêtre, rien. Le théâtre Abima aussi, d'après ce que j'ai compris. Donc ça va loin aussi, c'est-à-dire t'as vu là la fenêtre, t'as vu quand t'es arrivé là, et là on est loin. On n'est pas à 150 mètres. On doit être à, je sais pas, à vol d'oiseau, on doit être à 800 km. Il y a une fenêtre du bâtiment là qui est tombée. Oui, j'ai vu en arrivant. Non, c'est donc voilà. Donc déjà nous, ça nous a malheureusement rapidement mis dans l'ambiance. On a été propulsé dans ce truc de ok, notre immeuble a été touché indirectement, heureusement. Qu'est-ce qu'on fait? Et là se met en place tout un truc fou d'administration. Je dois dire qu'ils ont été exceptionnels. Le lendemain, il y avait une trentaine de mecs avec des gilets jaunes du gouvernement qui se... Les gilets jaunes. Des gilets jaunes qui se baladaient et qui frappent, en fait, qui rentrent dans chaque immeuble et qui frappent à toutes les portes en disant on vient constater les dégâts. Ils nous ont fait nous-mêmes les déclarations, ils nous ont évalué les dégâts, ils nous ont permis de déjà demander un devis et de commencer la restructuration de l'immeuble. Et ça va prendre une semaine où on est censé avoir l'argent qui vient directement pour nous dédommager dans nos comptes bancaires. Donc là, j'avoue, et on se dit souvent, Israël dans l'urgence. Mais tu vois, on en parlait la semaine dernière. Dans l'urgence, ça marche. La dernière fois, au mois de juillet, nous, on était plus proche de l'impact. Et donc, il y a eu un court-circuit qui s'est produit chez nous. Okay. On n'était pas dans l'appart. Et l'appartement a commencé à brûler. Et donc, à cause du souffle. Ouais. Je ne sais pas ce que ça a fait dans la boîte d'électricité, mais bref, l'appartement a commencé à brûler. Il y a un truc qui s'est mis à brûler et toute la boîte électrique a brûlé. L'appart a commencé à partir en feu et je ne sais pas comment, pourquoi. I don't know. Je ne suis pas un grand croyant, mais ça s'est arrêté. Et donc, l'appart s'est enfumé et donc il est tout noir. Parce qu'un truc en plastique pendant plusieurs heures a dû brûler dans l'appartement. Mais ça a pas, après, il y a le gars qui est venu, il m'a dit c'est ton parquet qui a arrêté parce que dans les parquets, il y a des anti dans les parquets aujourd'hui. Pour pas que ça prenne feu. Des anti-incendies, d'un truc. Il a dit c'est le parquet qui a arrêté l'incendie. Je lui dis ok, j'achète. Et ils ont été super rapides. Tu vas sur Internet, tu remplis un truc et ils te disent si c'est moins de 30 000 shekels, ils sont même pas venus. Ils ont dit ok. Oui, c'est ça. En fait, ils valident automatiquement les devis. En fait, ça montre, moi, c'est-à-dire d'un côté, je me dis c'est génial, ça va aller vite et tout. D'un autre côté, encore une fois, on est face à une réalité à laquelle on doit s'adapter. Et malheureusement, je me dis si c'était en France, je sais qu'avec les inondations et tout, ça peut prendre des mois. Donc, il y a aussi ce côté assez triste, mais à la fois impressionnant, où Israël est capable, dans l'urgence, d'être extrêmement efficace, en fait. On est tellement habitué. On va dire que le problème, c'est qu'on a l'habitude, quoi. J'en parlais l'autre jour. Les premiers missiles sur Tel Aviv, c'est 2013, 2014. Ouais. Je me rappelle la première fois. Le soir où c'est arrivé, je me rappelle, c'était le 14 juillet. J'avais commencé la campagne Peace Factory, tout ça. Et j'avais été invité à l'ambassade française pour le 14 juillet. Mais dis donc. Et donc, j'avais mis mes jolis souliers avec ma femme. On était partis, on s'était fait beau. Et c'est la première fois qu'on laissait notre fille à un babysitter. Parce qu'on était genre... qu'est-ce qu'on... Et donc, on part et tout pour aller... et l'ambassadeur, il habitait à Jaffa. Jaffa. Donc, on y va, on prend un taxi. Et dans là, le sud de Tel Aviv. Ouais, et là, alerte.
En descendant du taxi, alerte. C'était la première alerte de missile. On était en face de la maison de l'ambassadeur. Il y avait deux soldats français. Ils ferment la porte. On leur dit on est là pour... Ils ferment la porte, démerdez-vous. On commence à courir et tout. On trouve un gymnase. On rentre dans le gymnase, on descend au sous-sol. On se retrouve avec des enfants russes, des enfants arabes, et nous, habillés genre dans nos petits souliers. Et c'était, tu vois, le stress total. Les petits arabes qui étaient là, des Allahu Akbar, tu sais, du stress. Les Russes qui priaient. Il y avait 2-3 feuges et personne ne savait. Il y a eu les interceptions. Ouais. Et c'était un missile, c'était le premier missile. Ouais. Et là, ils ont fermé tout Tel Aviv, tous les restaurants sont fermés, les Russes sont vidés, ouais, tout ça. Très bien, ouais. Et depuis, ça fait 10, 15 ans après, un petit peu moins, on a tellement l'habitude que là, je suis venu à Tel Aviv, il y avait du trafic. Il y avait des gens dans la rue, il y avait les voitures. Tu vois, les gens, ils sortent. Tu vois, je suis venu à Tel Aviv. Qui viendrait enfin, tu fais un zoom out, tu dis il y a des missiles qui tombent sur, je sais pas, sur Paris, sur Kiev. Est-ce que tu y vas pour faire un podcast? D'ailleurs, on voit bien les. Tu y vas pas. T'es pas con à ce point-là. Ça s'appelle les influenceurs à Dubaï. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu. Petite parenthèse, mais il y en a une qui apparemment a été convoquée par la police aujourd'hui à Dubaï. Je crois que c'est à Dubaï parce que c'est interdit par la loi de critiquer le pays sur les réseaux sociaux et d'avoir des paroles qui peuvent faire baisser le tourisme. Bah, ils n'ont pas l'habitude et puis ils n'ont pas les bunkers, ils n'ont pas l'infrastructure, ils n'ont pas le dôme, ils n'ont pas les intercepteurs qu'il y a à Israël. Et donc, tu as moins, je ne sais pas comment tu dirais, Hossein, la Léomi. Résilience. Tu as moins cette résilience où les gens, ils savent comment faire, ils sont habitués. Bon, mais je trouve qu'on dit ça d'un côté un peu positif. Genre, les Israéliens, ils sont habitués. Moi, je trouve que ça démontre quand même, ça dénote une réalité catastrophique et aussi un échec politique de Netanyahou qui est au gouvernement depuis tellement d'années, qui, les Israéliens, gobent son truc de monsieur sécurité, c'est son titre, ça a été aussi monsieur économie. Aujourd'hui, la société israélienne et l'économie et la sécurité, c'est la catastrophe, et pourtant, il est toujours à 25 sièges dans les sondages. Moi, c'est ça qui m'inquiète. En fait, c'est ce truc-là d'avoir une sorte de lecture un peu choisie de la réalité, où bien sûr qu'on a des ennemis qui veulent nous exterminer. L'Iran ne s'en cache pas depuis la révolution. Il a ses proxys, donc le Hamas à Gaza et aussi en Cisjordanie, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen. Et en fait, on a toutes ces attaques en cumulé depuis tellement d'années où, au lieu que les Israéliens se réveillent et se disent « mais en fait, on a tenté la droite, l'extrême droite, Netanyahou, ils sont pas capables de nous apporter la sécurité et nos ennemis, ils vont pas s'affaiblir en fait, ils vont toujours essayer de trouver des nouvelles façons de nous tuer. » Bah non. En fait, il y a comme si en fait, un narratif comme ça que Netanyahou il a mis en place, au final, c'est pas vraiment entre nos mains, tout ça. Nous, on fait de notre mieux, mais au final, la menace est toujours là. Et en fait, moi, c'est ça qui me rend dingue, c'est que quand on entend des mecs comme Yair Golan, Eisenkot, même Bennett, en fait, dire on peut faire les choses autrement, donc des mecs qui sont de droite à gauche, mais qui sont dans l'opposition, je ne comprends pas pourquoi les Israéliens ne se disent pas justement, après les traumatismes pour leurs enfants, les dégâts et tout, se disent pas, mais en fait, qu'est-ce qu'on a à perdre que d'essayer autre chose? Et je sens que Netanyahou va peut-être aller aux prochaines élections, rapidement, on va voir. C'est un peu notre espoir qu'ils disent ouais je vous ai montré, j'ai libéré l'Iran ou je sais pas quoi, on va aux élections. Et en fait moi c'est ce truc là, tu vois, où j'arrive pas trop à comprendre pourquoi on est un peu des moutons et on se retrouve à voter pour des gens, enfin pas toi et moi, mais au final les Israéliens continuent à voter pour des gens qui nous apportent zéro sécurité, qui nous mettent en danger et qui ne prennent pas leurs responsabilités quand il y a des désastres comme le 7 octobre. Netanyahou, aucun de ses gouvernements, personne ne prend ses responsabilités. Pourquoi on accepte ça? Moi, je ne comprends pas. Je veux bien qu'on soit une société traumatisée. Déjà, nous, on n'accepte pas ça.
Ouais, mais bien sûr, Nous. mais toi et moi. Non, mais tu vois ce que Déjà, je veux on dire, est il y a un deux, on est truc. contre. Non, Ouais, mais il y non, en mais a c'est beaucoup clair. qui sont contre. Mais moi, ça Mais me rend folle parce c'est qu'au facile final, de on vous- n'a pas de sécurité. Et je pense qu'on pourrait faire les choses autrement. J'y crois vraiment. C'est-à-dire, quand on voit que Netanyahou a renforcé le Hamas en faisant que le Qatar amène des valises de plusieurs millions de dollars de façon continue au Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne, on en a parlé la semaine dernière. Quand cette stratégie elle est mise en place, je me dis alors ok, c'était quoi la stratégie face à l'Iran? De maintenir en fait un petit peu l'Iran pour maintenir l'insécurité, pour faire une campagne de je suis le seul à pouvoir vous apporter la sécurité. Mais quelle sécurité? Déjà, il apporte. Enfin, son discours, c'est Monsieur Sécurité, c'est moi qui. Il l'a dit de façon une fois. Et il y avait je crois que c'était la BBC. Il y avait un type qui lui dit comment vous vous voyez, quel est votre legacy. Et il regarde le gars, il lui dit moi, je suis le protector of Israel. C'est ça ma King Bibi. C'est ça ma legacy. Mais je crois qu'il y croit et je crois qu'il y a beaucoup de gens en Israël qui y croient aussi. Et en fin de compte, il joue sur le fait qu'on a vraiment des ennemis. Et donc ça fait Bien sûr. ça fait son fonds de commerce à Netanyahou. Tout à Parce fait. que c'est pas qu'on est en Suisse. Bien sûr que C'est non. pas qu'on est en Suisse. Et donc il arrive toujours à retourner la situation à son avantage. C'est vrai qu'il n'a jamais proposé de vrais plans de paix. Non. Il n'a jamais, il n'a pas une vision d'un Moyen-Orient où Israël ferait partie. Il a jamais eu cette proposition. Alors il y en a qui te diront oui, mais les accords d'Abraham. Oui, mais c'est pas lui en fin de compte. C'est presque un peu à son encontre les accords d'Abraham. Ce qui est incroyable avec Netanyahou, c'est que toujours, il est presque un peu toujours, on lui force la main. Il est presque toujours, il est toujours dans la réaction dans ces trucs-là. C'est pas lui vraiment qui prend les décisions. Là, on l'a vu avec l'attaque sur l'Iran. On l'a vu avec l'attaque d'avant sur l'Iran. Il est toujours le dos au mur. Il est toujours, c'est le dernier moment. Il y a rien à faire. L'armée lui dit, écoute, si on fait pas ça cette semaine, et donc il y va quoi. D'ailleurs. Et on l'a vu le 7 octobre. On a vu quand il y avait vraiment. Quand il y avait besoin d'un leader, on a vu son vrai visage. Il n'était pas là. Il a complètement disparu. Donc, et je sais pas, mais tu vois, il est aidé quand même par le bon Dieu, ce type-là. C'est incroyable, parce que ça fait toujours son fonds de commerce. Ça, cette guerre... Imagine que tu as des gens dans les rues de Téhéran qui crient le nom de Netanyahou. Alors ça, il paraît que c'est des fakes. Mais moi, j'en connais de toute façon. J'en connais des Iraniens. Attends, les Iraniens, c'est sûr qui que... me disent Netanyahou... Alors moi, j'ai une proposition. Viens, on leur propose un échange. Mais à un sens unique. C'est-à-dire juste, ils prennent Netanyahou, ils nous en débarrassent, ils l'adorent, ils le sauvent, ils vont croire au truc. Au final, c'est vrai, Netanyahou, au final, avec Trump, là, ils sont en train de potentiellement changer l'histoire du monde du Moyen-Orient. Mais c'est ça qui est incroyable, parce que tu as ces deux gars-là qui, a priori, c'est pas notre first choice, ni l'un ni l'autre. C'est pas vraiment, tu vois, Netanyahou, bon, on peut pas le blairer, on pourrait faire on va sûrement faire plusieurs épisodes dessus. Ça se calmera. Quand on aura le temps, on vous expliquera pourquoi on l'aime pas. Nous, on sait pourquoi on l'aime pas. Et Trump, c'est pareil. Mais ce qui est incroyable, c'est que ces deux-là, ils sont en train de changer le Moyen-Orient. Et tu peux pas dire. C'est eux qui doivent payer pour le 7 octobre et c'est pas eux qui devraient recevoir les lauriers pour ce qui se passe en ce moment. Ou alors ils sont accountable pour tout, ou alors ils sont accountable responsables de rien. Et donc, mais moi je voudrais faire une petite distinction. C'est-à-dire Netanyahou, il peut être responsable du 7 octobre et pas responsable de l'Iran, mais je vais t'expliquer pourquoi. Et ça, je pense que c'est hyper important. Un Rosh Memshala, un président, un premier ministre, il est responsable pour la stratégie, pour la politique, pour la vision, pas pour la tactique. On est d'accord. Et donc, ma pensée, c'est qu'il est à 100 000% responsable du 7 octobre,
mais il n'est pas responsable de la victoire, entre guillemets, ou de la force par rapport à l'Iran, parce que ça, c'est de la tactique. C'est même presque le contraire. Les beepers, il prend crédit pour les beepers au Liban, il prend crédit maintenant pour l'attaque, mais ça, c'est du tactique, c'est l'armée, c'est le Mossad, c'est pas Netanyahou. Donc, s'il vous plaît, voilà, mon petit coup de gueule de la journée. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. En plus, ça, il limoge les chefs du Shin Bet, les chefs du Mossad, les chefs de l'armée. Il les limoge les uns après les autres parce que ils sont pas toujours après, ils vont pas toujours le caresser dans le sens du poil. Et on l'a vu avec le 7 octobre. Il les a tous virés en disant c'est moi qui ai tout décidé. Alors que encore une fois, ceux qui savent, on l'a bien vu le lendemain du 7 octobre. Il n'a pas été là du tout. C'est vraiment l'armée et la société civile qui ont réglé l'affaire. Parce que l'armée était en train de protéger des implantations en Cisjordanie. Donc on a une armée qui est limitée, vu qu'on a les ultra-orthodoxes qui ne vont pas à l'armée. Et ce qui est génial, c'est que son gouvernement, en plus, c'est les premiers. Tu te rappelles, on a un ministre ici, je ne sais pas si vous savez, qui s'appelle Shlomo Kari, un gars c'est du high level. Bon. Et ce gars-là... Il est ministre de la Tikchoret, de la communication, c'est ça ? Il est ministre de rien, c'est des faux ministres. En Israël, on a beaucoup de gens qui sont ministres, ils ont le titre, mais ils font rien. Ça, c'est génial. Sar Bemisrad Rosh HaMemshala. Voilà. Il est ministre, enfin pas lui en l'occurrence, mais il y a des ministres de ministères et des ministres du ministère du Premier ministre. Ouais, c'est des grosses magouilles en fin de compte pour soutenir le. C'est Netanyahou qui prend toutes les décisions. Et donc ce gars-là, il nous expliquait il y a encore pas très longtemps que de toute façon, tous ces pilotes et tout ça, qui avaient besoin de pilotes pour protéger Israël, alors qu'on avait tous ces ultra-orthodoxes qui prient pour nous et qui sauvent Israël. Mais le gars, il te le dit en te regardant dans les yeux, il dit qui a besoin de pilotes ? Parce qu'à l'époque de Kaplan, juste après le 7 octobre, donc il y avait les gars qui sont sortis dans la rue pour... Avant le 7 octobre. Ouais. Après en fin 2022, il y a eu le nouveau gouvernement d'extrême droite. Ensuite, Yariv Levin, donc le ministre de la Justice, qui a annoncé franchement une sorte de coup d'État légal, quoi, avec une réforme totale et une destruction des contre-pouvoirs. Donc ça a sorti ce qu'on appelle la Mecha, donc le mouvement de protestation le plus grand et le plus long de l'histoire d'Israël, et même je crois du monde d'ailleurs, mais ça faut vérifier. Et en fait, les pilotes et Achim Laneshek, donc une sorte d'organisation civile qui s'est formée contre la réforme du gouvernement, a dit si on continue comme ça, Israël ne sera plus une démocratie libérale et nous ne continuerons pas à faire du bénévolat, donc de la réserve militaire, dans une dictature. Ce qui a été manipulé par le gouvernement et qui a dit voilà, les gauchos, les pilotes sont des gauchos, ils refusent de faire l'armée, etc., etc. Et qui a besoin d'eux, de toute façon, et ce sont des sarbanim, ce sont des déserteurs. Voilà. Et donc, Kari, donc ce ministre, avait dit on n'a pas besoin des pilotes de toute façon, on a Dieu et on a les ultra-orthodoxes qui nous protègent. Et aujourd'hui, on a une centaine de pilotes qui tapent en Iran et on est bien content. On l'entend plus trop d'ailleurs. C'est ça qui est incroyable. Mais ils reviennent à chaque fois. Ils ressortent de leur boîte. Oui, faut pas. Moi, je voulais te poser une question par rapport à une sorte de dissonance qu'on a, peut-être nous en tant qu'Israéliens de gauche, franco-israéliens, qui est par rapport à Trump. Parce que Trump, depuis qu'il a libéré les otages, il faut bien le dire, je pense que moi, avant qu'il soit élu, je me disais mon Dieu, surtout pas Trump, même si Kamala Harris, c'était pas trop non plus ma cup of tea, mais vraiment, j'étais en mode, on peut pas avoir un Trump qui va voter pour Trump après ce qu'il a fait et tout. Et là, j'ai une sorte de dissonance où je vois ce qui se passe aux États-Unis. J'ai des amis là-bas et tout. Et je me dis, c'est horrible avec ICE, les budgets, les tarifs là, d'échanges internationaux. Il fait des trucs, une politique de droite, voire d'extrême droite, un truc horrible. Et si je regarde juste Israël, il a fait libérer les otages. Witkoff et Kushner, que je n'aimais pas particulièrement, se sont révélés être les plus grands amis d'Israël, et pas de Netanyahou, d'Israël. Et là, Trump continue. Au final, j'ai l'impression que c'est plus notre Premier ministre. Et pour autant,
il me fait peur, parce que je me dis, il est complètement taré, il peut du jour au lendemain vriller et nous foutre dans la merde. Et je sais pas comment toi tu le sens, mais moi, j'ai vraiment ce truc où je me dis, comment je peux, au fond de moi, aimer un petit peu Trump, alors que c'est une ordure, le mec. Mais moi, je l'aime. C'est pas que, tu vois, c'est pas que je l'aime ou que je l'aime pas. C'est pas que je l'aime personnellement. Oui. Je me rappelle que j'étais allé une fois à A24, on avait parlé de Trump et tout ça. Et l'argument, c'était comment les gens peuvent voter pour un type qui est là. C'était à l'époque de Grab them by the pussy. Et moi, j'avais trouvé ça, mais comment tu peux voter pour un type comme ça? Donc, le gars, il est vraiment, encore une fois, c'est pas ma cup of tea. Mais moi, je suis pas américain. Je suis pas américain, je suis israélien, je suis franco-israélien, on va dire. Donc, ça m'intéresse la politique israélienne, ça m'intéresse où je vis, à la rigueur la France. Quand je regarde les autres présidents américains, ce qu'ils ont fait, il y en a un que j'aimais beaucoup particulièrement, on va dire Obama, j'aimais bien son style et tout, le gars, beau gosse et tout ça, comment il parlait, tu sais, vraiment. Mais quand ça a été le moment d'intervenir en Syrie, par exemple, eh ben, il n'a rien fait. Il avait posé sa soi-disant ligne rouge, que si Assad tapait sur les Syriens avec les armes chimiques, il irait lui faire sa fête. Et en fin de compte, il n'a rien fait. Biden, pareil. Non, Biden, tu peux pas dire ça. Au final, Biden nous a soutenus avec le don't et tout depuis le 7 octobre. Il est très vite oublié parce que Netanyahou... Ouais, mais son don't, ça... Arrête, Netanyahou, il a même attendu d'avancer sur le deal des otages parce que c'était avant d'arriver le 19 janvier ou le 20 janvier à l'introduction de Trump. C'est-à-dire il nous a fait attendre 3 mois pour que Biden n'ait pas la libération des otages en son nom. Non, pour le coup, Biden, moi je pense que c'est vraiment le plus grand ami d'Israël qu'on ait vu à la Maison-Blanche. Je pense pas que ça soit un ennemi d'Israël, mais je pense que Trump, il fait des trucs, il agit, où les autres, ils discutent. Et les autres, ils auraient... Je pense que pendant longtemps, les Américains se sont dit, et pas que les Américains, le monde entier s'est dit, on va pouvoir parlementer avec les mollahs. Et au bout d'un moment, tu t'aperçois qu'il n'y a rien à faire. Non. Ces gars-là, tu ne peux pas trop discuter avec eux. C'est comme essayer de discuter avec Adolphe. C'est des gars... Non, mais... Et au bout d'un moment, tu te dis, mais il va falloir les arrêter. Et je pense que le jeu des Américains, ce n'est pas le jeu des Israéliens. Nous, on a un regard sur Israël et sur le Moyen-Orient. Quand les Américains ils vont taper en Iran, Israël, ça ne les intéresse pas vraiment. C'est le big game, c'est entre la Chine et les États-Unis. Et le fait que l'Iran vende son pétrole aux Chinois, le fait que les Chinois, pour les dédommager, leur proposent des missiles qui permettraient une fermeture du détroit d'Ormuz, qui permettrait aux Iraniens de taper sur la Navy américaine. C'est ça les vrais enjeux. Les vrais enjeux, c'est entre l'Amérique, la Chine, la Russie. Bien sûr. Et l'Iran, c'est un proxy de la Chine. Et à partir du moment où ils ont pris le côté des Chinois, eh ben, ils se sont mis à dos les Américains. Et les Américains, ils ne vont pas attendre non plus trop longtemps de voir ce... Et imagine un Iran nucléaire avec l'arme atomique. Et donc, quand les Américains, ils y vont... tu vois, de toute façon, la stratégie américaine, ça a été déjà de la Navy... Qu'est-ce que toi, tu t'en as à foutre de la Navy iranienne? On s'en fout. Eux, ils ont été d'abord... En plus, il l'a dit plusieurs fois, Trump. On va vous détruire votre marine. Il n'y en aura plus. Et c'est sur ça qu'ils tapent en premier. Bien sûr. Et ensuite, les enjeux stratégiques et le détroit d'Ormuz. C'est ça qui les intéresse. C'est clairement deux combats. Mais nous, c'est clair que ça fait notre jeu, mais c'est pas qu'ils sont partis en guerre. En plus, il l'a dit. Tu sais qu'il y a une reporter... Il a quand même tapé sur Khamenei et tout. Ça, c'est les Israéliens. Mais il y a une reporter qui a demandé, parce que le truc, c'est est-ce que c'est pas Netanyahou qui vous a forcé la main? Et il l'a dit. Non, c'est presque le contraire. Alors ça, je veux qu'on s'arrête là-dessus. C'est moi qui lui ai forcé la main. Et là, je suis d'accord. Je veux qu'on s'arrête là-dessus. Vas-y, on s'arrête. Parce que je sens... dans ces questions-là, qui sont revenues à plusieurs reprises,
une sorte de constante de l'antisémitisme. En fait, au final, c'est quoi cette question ? Ouais, est-ce que c'est pas les Juifs qui sont derrière ? Est-ce que c'est pas les Juifs qui les Fudge qui contrôlent et en plus, Trump qui agit sans l'accord du Sénat, donc qui a l'équivalent en France d'un 49-3. Et qui le font passer pour un espèce de crétin comme ça qui se fait, mais tu te rends compte qui se fait manipuler comme une marionnette. À quel point on est dans ce truc d'antisémitisme vraiment latent, qu'en fait on se demande est-ce que c'est pas Netanyahou, est-ce que c'est pas les Juifs, est-ce que c'est pas Israël qui contrôle vraiment l'attaque des États-Unis sur l'Iran. Non mais est-ce que tu te rends compte ? C'est-à-dire bientôt ils vont nous dire est-ce que c'est pas les Israéliens qui contrôlent les lancements de missiles iraniens sur Bahreïn et tout. Enfin, c'est-à-dire il y a un moment où ça n'a plus de limite. C'est-à-dire et Trump, bon, il répond. Je pense que Trump il répond par égo s'il n'a pas envie qu'on lui retire qu'on lui retire le c'est crédit. pas le genre en plus à se... Mais c'est-à-dire le fait dans les mentalités des gens, on se dit Netanyahou et Israël, le tout petit Israël, aurait la possibilité de contrôler une guerre mondiale, en fait. Voilà, parce que les Epstein Files, c'est les Israéliens qui les ont, et ils font pression sur tout le monde. Mais oui, ça va très loin, c'est clair. Mais de toute façon, les gens qui veulent pas voir, ils trouveront toujours... Non, mais c'est-à-dire, tu vois, c'est une question qui est un peu... je suis même pas sûre que la journaliste qui a posé cette question, elle y pensait nécessairement. C'est-à-dire, c'est dans les consciences. Voilà. C'est-à-dire, il y a un truc quand tu écoutes les médias... Ça viendrait à lire l'idée de dire est-ce que le Monténégro, il a déclenché la guerre en Iran ? Il y a un moment où, tu vois ce que je veux dire, la taille d'Israël, la possibilité d'Israël... Alors, bien sûr, Israël a une armée hyper forte, etc. Mais je veux dire, il y a un truc comme ça qui, en fait... Mais quand tu écoutes les médias américains, si tu vas voir ce qui se passe en ce moment, tu vas sur Fox News. Mm-hmm. C'est l'armée américaine, tu as le secrétaire de la défense ou de la guerre qui parle et tout ça. Quand tu vas sur CNN ou sur les médias qui sont plus à gauche, c'est Israël Israël qui est derrière tout. C'est l'armée israélienne qui tape avec les Américains. Ouais. Et il y a toujours ce understatement comme ça que... En fin de compte, c'est les Israéliens qui nous ont traînés dans cette histoire-là. Nous, on voulait pas y aller. Et c'est le narratif qui ressort. Et là où je trouve qu'il y a un truc quand même qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même toutes ces voix d'Iraniens et qui viennent d'Iran et de la diaspora iranienne, et beaucoup de femmes, d'ailleurs, qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout, qui crient, je pense un cri, et d'espoir et de désarroi, en disant... Parce qu'il y a ce truc de le droit international. Israël ne respecte pas le droit international. Ça, c'est incroyable. En tapant en Iran, c'est-à-dire, comme tu disais Adolf Hitler, en fait, il y a un moment où, à quel moment, le droit international est une excuse contre des dictateurs qui massacrent leur peuple. Non, mais il commence quand, le droit international ? C'est-à-dire, encore une fois, depuis 2014, Israël s'est mangé, sans abuser, hein, sans faire au moins des centaines de milliers de missiles et de roquettes sont partis... Et de drones, maintenant. Et de drones sont partis vers Israël. Et donc, cette guerre, elle n'est pas... Elle est juste dans le fait où, au bout d'un moment, tu te défends. C'est-à-dire, tout le monde le sait que c'est l'Iran qui est derrière le Hamas, que c'est l'Iran qui est derrière le Hezbollah. On voit les attaques qui sont coordonnées depuis 3 jours, où le Hezbollah et l'Iran envoient les missiles à la même heure, exactement. Donc, les Houthis, pareil. Tout le monde le sait que c'est eux qui sont derrière. Personne se... Donc, et donc, le droit international, il permettrait aux Houthis de t'envoyer des missiles, mais pas de répondre. Oui, et puis à Khamenei de tuer, de massacrer toute sa population. Moi, ce que je trouve... Donc, il y a ce truc du droit international, mais moi, je veux rester un petit peu sur ce truc hyper positif et hyper émouvant, parce que tu disais, les Israéliens regardent leur intérêt, ils sont en guerre face à l'Iran depuis... L'Iran ne se cache pas de vouloir nous exterminer, d'envoyer ses proxys, etc., et pourtant, et là j'aimerais peut-être que tu nous parles de ce que tu as fait dans le domaine, il y a un truc humain entre Iraniens et Israéliens. La monarchie iranienne qui a plus de 4000 ans, les Israéliens, le peuple juif, il y a un truc comme ça qui unit le peuple juif, les Israéliens et les Iraniens, qui, moi je te parle, tu vois, j'en ai des frissons. C'est-à-dire, c'est peut-être bête à dire, mais quand je suis dans mon abri, eh ben, j'ai pas la même chose que d'habitude. C'est pas un missile comme d'habitude. Là, je me dis, j'ai un espoir en moi que ça se finisse par la libération du peuple iranien, l'indépendance, que les terroristes du gouvernement, les mollahs, etc.,
disparaissent. Et en fait, c'est-à-dire, je sais pas, il y a un truc, peut-être que toi tu peux partager ça parce que tu connais beaucoup d'Iraniens et tout, mais il y a une lueur d'espoir dans cette guerre, d'une part par rapport aux Iraniens, mais aussi, pour la première fois, on n'est pas les seuls en guerre. C'est-à-dire tous les missiles ne nous tapent pas dessus. Il y a plus de missiles envoyés sur le Bahreïn et Dubaï que sur Israël. C'est-à-dire, pour la première fois, Israël, à mes yeux, et moi, c'est triste la situation à laquelle elle est, mais il y a un côté aussi très émouvant et très touchant de se dire qu'Israël n'est plus seul face au monde. Ça, c'est quand même... Moi, je pense qu'on reste toujours seul. C'est vrai ? Ouais. Surtout avec ces pays-là, parce que de toute façon, c'est notre faute, c'est nous qui avons commencé. C'est toujours le bouc émissaire, ça sera toujours Israël. Et c'est ça qui me... Je pense, à part les Iraniens eux-mêmes. Tu sais que les premiers, à part ma famille, qui ont commencé à m'envoyer des messages quand ça a commencé samedi dernier, c'est des Iraniens. Alors explique-nous d'où tu as des potes iraniens. Parce que je pense que déjà, je pense que je dois avoir le plus d'Iraniens sur mon compte Facebook. Je dois être connecté au plus d'Iraniens. Le number one, quoi. Parce que, oui, donc en 2012, j'avais commencé ce projet qui s'appelait Israel Loves Iran, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, c'était un espèce on va dire, de projet de paix online qui avait pour but de connecter des Israéliens avec des Iraniens via les réseaux sociaux et tout ça. Et donc, pas parler de politique, pas parler de guerre et tout ça, juste du people to people. Et donc, ce projet, il a duré pendant, je sais pas, une dizaine d'années. Et moi, évidemment, j'ai rencontré beaucoup d'Iraniens. Enfin, j'ai été donner des conférences à l'étranger, aux États-Unis souvent, et à chaque fois j'étais invité par la communauté perse, à Los Angeles, à New York, à Dallas. J'ai des histoires incroyables à te raconter si tu veux. Et donc je connais beaucoup d'Iraniens qui sont de la diaspora iranienne, et certains Iraniens qui étaient à l'époque en Iran et qui ont depuis bougé, quitté, des jeunes qui ont quitté, qui sont aujourd'hui en Allemagne ou en Angleterre. Et donc j'en ai avec qui on parle de temps en temps, comment ça va, comment va ta famille et tout ça. Et les premiers, samedi matin, à m'envoyer des messages, comment va ta famille, comment vous allez, c'est des Iraniens. Incroyable. Et les premiers à soutenir Israël, c'est les Iraniens. Et là, j'ai des messages. Le gars, il me dit, à un moment, il chante. Quand Khomeini s'est fait... je te raconte pas les messages qu'il m'envoie, le gars. C'est genre... Il est en hystérie. Oui, parce que pour eux, c'est... et pour nous aussi. En fait, c'est ça. C'est une sorte de destin commun. Je te montre parce que je veux pas montrer son visage, mais je te le montre à toi. Donc, tu as le gars qui est un Iranien... Tu peux montrer en mettant ton doigt sur... Voilà, regardez. Tu as un gars, donc je vous le montre, qui est un Iranien qui a quitté l'Iran il y a quelques années et qui est là à Berlin avec un drapeau israélien dans les rues de Berlin en train déjà de soutenir Israël et de soutenir l'Iran. Et il m'envoie le matin même, excuse-moi, brother, il commence par brother. Déjà, on est brothers. T'imagines un Iranien qui habite en Iran ou qui t'appelle brothers? Déjà, rien que là-dessus. How are you? Are you and your family safe? Je lui dis qu'on est OK, tout ça. Je lui dis, j'espère que ça va se finir bientôt. Il me dit, good to hear that. Soon, brother, soon. On va se voir bientôt. Et il me dit, we will meet in Tehran. Hugs and love. Incroyable. Ça c'est Saturday, donc le jour des premières frappes. Et j'en ai quelques-uns des comme ça. Et tu sens tu sens qu'entre les Perses et les Israéliens, il y a une vraie brotherhood. Il y a quelque chose qui lie ces peuples-là. Et les gens, ils attendent que les mollahs ils tombent. Oui, parce qu'en fait, c'est un peuple qui a une histoire tellement riche que moi, je me dis, en fait, si les mollahs tombent, si le régime des ayatollahs est terminé, en fait, l'Iran peut créer un truc
que ce monde n'a même pas idée, en fait, parce que c'est un peuple tellement de savoir, de culture, d'innovation, de tarbout, qu'en fait, tu te dis, avec tellement de traditions, que ça se trouve, en fait, ils vont recréer, et ils auront réussi à faire ce que peut-être d'autres peuples devront faire dans 50 ans, 100 ans, c'est-à-dire donc être pris par l'islamisme politique radical, être contrôlé, arriver à une population qui était démocratique, libérale et tout, complètement renfermée par l'islamisme politique, et se libérer de ça et créer une société avec peut-être un nouveau système juridique qui va mettre en place des freins pour ne plus jamais retomber dans cet extrémisme. Et ça, c'est un truc, quand je vois l'Europe, quand je vois les États-Unis, quand je vois le monde aujourd'hui, je me dis, en fait, peut-être que l'Iran libéré, qui va se libérer... Mais c'est eux les premiers à tirer les sirènes d'alarme sur l'Europe. C'est eux qui le disent quand tu les vois. Ils leur disent, mais de quoi vous parlez, quoi? Vous avez les frères musulmans dans les rues de Paris. Enfin, c'est des organisations qui sont interdites à Dubaï, par exemple. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment une sorte de clash de civilisation, en fait, qui, j'espère, va avoir lieu très rapidement, où, en fait, là où je pense que l'Occident a cette vision d'eux-mêmes en étant les leaders de la démocratie, du pluralisme, de la laïcité, ben, je pense qu'on va beaucoup apprendre, et j'ai hâte qu'on arrive à ce jour-là. On va beaucoup apprendre de l'Iran libéré, qui créera sa propre façon de voir la démocratie après avoir payé le prix le plus fort possible. Donc moi je pense qu'on est aussi à la veille d'une nouvelle ère politique mondiale où j'espère que l'Europe saura aussi se remettre en question. Là d'ailleurs c'est intéressant ce qu'on voit avec l'Angleterre, l'Allemagne. En fait, l'Iran a tapé une base militaire, si je me trompe Chypre. pas, anglaise, anglais et américain, si je me trompe pas, à Chypre. Les Anglais, d'après ce que j'ai lu, n'étaient pas du tout prêts à ça. Enfin, ils s'y attendaient pas du tout. Et là, on voit... je sais pas si tu connais la chanson. Moi, quand j'étais petite, ça me fait penser à Macron. Je vais vous le faire. C'était une chanson de 3 pas en avant, 3 pas en arrière, et 3 pas sur le côté et 3 pas de l'autre côté. Et ben, c'est vraiment ça avec Macron. J'ai l'impression que sa politique, c'est 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Et en fait, tu te dis, et l'Europe qui se veut être le leader de la démocratie. Mais c'est fini tout ça. Enfin, c'était peut-être jusqu'aux années 80, 90. Enfin, et le problème, c'est qu'ils n'ont maintenant. pas conscience que c'est fini. Et donc, je pense qu'ils commencent à s'en apercevoir. Quand tu écoutes quand tu écoutes l'ancien chef de l'armée française, je ne sais plus son nom, le gars qui a été limogé. Le gars, il rigole pas, quoi. Quand il parle quand il parle de l'armée, de l'état de l'armée française, s'il y a un conflit demain avec tu sais que s'il y a un conflit demain, tu sais que l'armée française a moins de soldats que l'armée israélienne? Mais non. Mais si. Moins d'avions de combat que l'armée israélienne. Je crois que c'est un peu moins de 200. Et donc après, mobilisable. Ils ont plus d'alliés mobilisable. Mobilisable là tout de suite. C'est-à-dire que s'il y avait, par exemple, si ils avaient vraiment aidé l'Ukraine et que la Russie avait décidé de faire des représailles sur la France, l'armée française, à part des super unités d'élite, parachutistes, légions étrangères, tout ça, je ne dis pas que non, mais le gros du gros, c'est-à-dire après, ils ne sont pas seuls. La France n'est pas censée se défendre seule. Il y a l'Europe, il y a l'OTAN. C'est des pays qui ont réduit leurs armées parce qu'ils se sont dit, après la Deuxième Guerre mondiale, on n'est plus dans ces époques-là. C'est plutôt sain, c'est-à-dire c'est de l'argent qui est investi dans l'éducation, dans la santé. Mais aujourd'hui, tu vois, avec ce qui s'est passé par exemple en Ukraine, que quand il y a un malade mental qui dit, moi, j'y vais, je rentre en Ukraine, qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, vous allez rien faire. Ouais, et si demain il rentre en Pologne, et si demain il rentre en Bulgarie, qu'est-ce qu'ils vont faire les Français? Mais c'est ça en fait. Moi, le problème, c'est surtout ça. C'est en fait ces mecs, ces dictateurs, ces mecs pleins de pouvoir et tout, ils poussent les limites en fait. Et là où la France, l'Europe devrait taper du poing sur la table et dire c'est hors de question, on ne laisse même pas en fait. C'est pas le but de l'OTAN à la base. Bah si. Et c'est pour ça que les Américains, ça les énerve. Et c'est pour ça que Trump, tu vois, sur ce coup-là, je l'aime bien. Non, mais parce qu'il dit les choses comme elles sont. Il dit, mais si vous faites rien, pourquoi moi
je devrais financer l'OTAN à 50%, et vous foutez rien avec. Ça sert à quoi alors ? En fait, je pense que c'est un manque de courage politique, et c'est aussi une sorte de... On a perdu notre chemin, je pense, en Europe. C'est-à-dire que à partir du moment où... et c'est quelque chose de très positif, on en parlait la semaine dernière, quand tu as une génération entière pour qui c'est impensable de partir en guerre, c'est merveilleux au final, tu vois, qu'on puisse arriver à un état où les jeunes, pour eux, la guerre, c'est même pas concevable. Mais c'est super. Sauf qu'ils comprennent pas Sauf que t'as là... des malades. Et en fait, plus on laisse couler, moins en fait, c'est là où le droit international il devrait agir. Et le droit international ou le droit interne, à partir du moment où il y a un breach, quand la loi n'est pas respectée, que ce soit le droit international, il faudrait tout de suite agir. Et c'est là où ça délégitimise, je pense aussi l'ONU, c'est-à-dire leur grande déclaration de principe. Si les dictateurs, et il y en a partout, sur tous les continents, il y en a des dictateurs, ne sont jamais arrêtés, ne sont jamais amenés à la haie. Même nous, notre mouvement de contestation contre Netanyahou et Ben Gvir et tout, je me souviens de slogans dans la rue où on disait « Emmenez Smotrich, Ben Gvir et Netanyahou à la haie. Emmenez-les au tribunal international pour les juger. » Donc, c'est-à-dire, même des peuples comme l'Iran, comme Israël, des peuples qui comprennent qu'on a besoin d'être libérés, qu'on n'arrive pas par nous-mêmes parce que ces dictateurs ou ces hommes forts nous imposent, en fait, ils ont les clés, en fait, ils ont le contrôle. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et c'est là où les pays devraient se sentir responsables de protéger les populations. C'est là où c'est pas aller contre la souveraineté que d'attaquer. Non, c'est protéger, c'est faire respecter le droit international. Et je pense que c'est ça où, en fait, on a un manque de courage, on a une peur folle de la guerre, et du coup, on se retrouve dans une situation où ces mecs, ces extrémistes, ces dictateurs, ils contrôlent le monde au final. Ils contrôlent... Attends, c'est quoi le comité des droits de l'homme à l'ONU qui est géré par une Iranienne ? Non mais attends. Et les droits de la femme ? Ouais, des droits de la... Non mais il y a un moment où c'est l'Afghanistan. Ça... Non mais tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment où c'est... Et en fait, je trouve qu'il y a toujours ces quelques voix seules dans les médias qu'on entend qui disent « Mais les gars, réveillez-vous !» Et tu vois LFI et compagnie, il y a un moment où je ne comprends pas pourquoi c'est pas une évidence que même si on déteste la guerre, même si on est pacifiste, à un moment, parfois on n'a pas le choix en fait. Et plus on attend et plus on a peur de ça, plus quand on va taper et quand on va se défendre et qu'on va défendre nos valeurs républicaines, démocratiques, etc., plus ça va être la merde en fait. Je pense que ça, c'est la doctrine d'Israël. Enfin, tu le vois depuis... Enfin, et c'est ça, en fin de compte, qui fait, je pense, la différence entre Israël et les pays, de l'Ouest, où même si on n'aime pas la guerre, on sait la faire. Et même si on n'aime pas l'armée, on y va quand même. Je ne dis pas qu'on aime ça, mais tu vois, les Israéliens, ils savent se défendre, on va dire. Ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. En fin de compte, on est tellement un petit pays et on n'a tellement pas la possibilité, on peut tellement pas se permettre de perdre une guerre qu'on n'a pas le choix et on est toujours sur la défensive. Et c'est ça, et on sait qui sont les ennemis. Et quand tu vois ce qui se passe en Europe, tu as l'impression qu'ils ont oublié ce que c'est. Et ils sont pas prêts. Non. Et ils sont, en plus, ils sont gangrénés de l'intérieur quand tu vois ce qui se passe avec le LFI, des trucs comme ça, la soft power, tu vois, l'islam fondamentaliste qui prend des quartiers, des villages, des zones entières dans toute l'Europe. Et c'est pourquoi faire ? Oui, il y a une sorte de naïveté comme ça, en fait, où j'ai l'impression qu'après les attentats à Bataclan, Charlie et tout, évidemment les attentats contre les Juifs, mais ça fait malheureusement pas beaucoup bouger, en tout cas pas suffisamment. Tu te dis cette naïveté, en fait, où on trouve des excuses, oui, mais faut pas faire d'amalgame, évidemment, faut pas faire d'amalgame, mais quand il y a un problème, il faut le régler. On peut pas mettre des œillères et ne pas voir la réalité. La réalité, c'est que l'islam politique a pour but de conquérir le monde. Et ça n'a rien à voir avec des musulmans qui sont chez eux et qui prient ou qui sont religieux. Ça n'a rien à voir, en fait. Et je pense que cette frilosité, cette peur de ne pas dire les choses, de pas faire... Ouais. En fait, nous, en Israël, on n'a pas ce luxe, en fait. On n'a pas ce luxe. Si on a la réalité, si on laisse passer
le terrorisme, Israël n'existe plus, on se fait tuer. Et c'est évidemment pas ce qu'on souhaite à personne, mais il y a un réveil qui est nécessaire. Et moi, ça me fait du bien quand j'entends ces Iraniens qui appellent les Européens, d'ailleurs il y en a beaucoup en France, et qui disent « mais les gars, réveillez-vous, en fait c'est le même combat ». Le combat pour la République, c'est le combat pour la liberté, c'est le combat pour les droits de l'homme, c'est le même combat. Et Israël, on peut ne pas être d'accord avec sa politique, on ne peut ne pas être d'accord avec Netanyahou, on ne peut ne pas être d'accord avec ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Au final, c'est malgré tout la seule démocratie du Moyen-Orient et un allié historique des démocraties. Et il est temps de se réveiller et de savoir faire la distinction aussi entre un Netanyahou dont nous aussi on veut se débarrasser, mais qui au final aujourd'hui est élu de façon légitime en tant que Premier ministre israélien. De toute façon, tant qu'il y aura ce stress de potentiel de guerre, c'est toujours la droite qui le prendra. Parce que de toute façon, tu vois ça partout dans tous les pays. Quand il y a la guerre, quand il y a un conflit, c'est la droite qui gagne, parce que ça fait évidemment le jeu de la droite, et c'est le discours de la droite, c'est de se réveiller face à l'ennemi et tout ça. Et les gens, ils vont pas parler de paix et de deux États comme on parlait la semaine dernière, alors qu'il y a la guerre. Finalement, c'est la seule solution. Parce que le réflexe, c'est quand tu es là à courir dans les bunkers, tu as plutôt envie d'aller leur taper dessus que de faire la paix. C'est ça le réflexe. Et ça joue. Et il sait en jouer, il sait s'en servir de ça, Netanyahou, de ce sentiment de vengeance. Et en plus, je pense que, par exemple, les Israéliens, ils sont très mauvais en histoire. Ils connaissent, il y en a beaucoup, surtout les jeunes, ils ne connaissent pas l'histoire des relations entre les Iraniens et... Quand je disais à mon fils l'autre jour, mais de toute façon, les Iraniens, ils n'ont rien contre nous, tu vois, c'est pas les Iraniens, il ne comprenait pas, il n'arrivait pas à faire la différence. J'essayais de lui expliquer, je lui dis, tu sais que... Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'Israéliens, ou j'imagine de Français, qui ne doivent pas le savoir, mais avant la Révolution, l'Israël et l'Iran étaient des alliés. Et par exemple, il y a beaucoup d'infrastructures en Iran, à Téhéran, des ponts, des routes qui ont été construites par des organisations, par Maatz, donc par l'Israël. Ouais. C'est eux qu'on... Voilà, c'est encore... Je refais une petite pause. Pour les gens qui habitent en Israël, dans 10 secondes, vous allez entendre le son d'une alarme dans le podcast. Encore une fois, ça fait partie du podcast. C'est pas à l'extérieur, c'est dans le podcast. Dans 10 secondes, le son d'une alarme. Tu chercheras sur Google, c'est encore, tu sais, quand ils font des ponts, ils inscrivent le nom dans le béton. Ouais. Et tu as des inscriptions de maths dans le béton. Là. Eh ben, on va finir comme ça, malheureusement, je pense. On vous montre l'alerte. Voilà. On montre l'alerte. On va aller se trouver un abri. Donc, on va finir comme ça, hein, je pense. Non, on va tourner, on va laisser tourner, on va revenir. Non, mais attends, ça va prendre ça va prendre 10 minutes. Après, je viendrai refermer, c'est pas grave. Donc là, pour vous dire, on a l'alerte. On a la première alerte, on la voit mal. Hein. On la voit mal. Voilà. Donc, on va... Bref, on a la première alerte sur nos téléphones qui nous dit vous avez 10 minutes pour y aller. Donc, on va y aller. Moi, je pense qu'on va dire au revoir, Ronnie. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Si tu veux. Moi, ouais. Mais je vais laisser tourner. Comme ça, quand je reviens, je fermerai le truc et après, je couperai. Ok. Ouais. Comme tu veux. Viens, on va dans le... Allez, on va aux abris. Viens, on va dans l'abri et on voit après. Les gars qui se prennent la tête, mais au lieu de se barrer. Tu vois, c'est les sales Israéliens. T'as le temps, vas-y. Allez, à toutes. En direct. Là, comme ça, vous l'avez en live. On va... Je crois qu'il descend... Je crois qu'il descend en sous-sol, celui-là. Je sais pas où ils vont les gens là. Parce que là, on est encore dans la rue. רגע, אתם יורדים למקום שאתם יודעים איפה זה? -5. אוקיי. וגם בסוף אתם תיתקעו, אין זה. אין מה זאת אומרת ניתקע? מה זאת אומרת? לא, כאילו, אין לרדת. אי אפשר לפספס. כן, כן. Au moins 5.
Au moins On 5. n'entendra pas les bouts. Là, on vous emmène en direct au moins 5. Les frais journalistes. Dans le parking, on est parti. Il n'y a toujours pas eu de sirène. Là, il y a juste la première annonce. Maestro. Ganto. Il y a l'anniversaire. On s'arrête au moins 3. Tu veux aller au moins 5? Non, non, ça va. Charlotte. Micherotze. On est au moins 3, sous le bâtiment, dans un parking. On est, voilà, on est une dizaine. Voilà. Et puis on va attendre. Les gens, ils ont l'habitude. Je le mets là, le téléphone. Et donc on a 10 minutes pour faire ça, à chaque fois. On a 10 minutes. On sourit, mais Moi, moins. j'avoue que ça ne me stresse pas. Ça te stresse pas? Moi, ça me stresse tout le temps. C'est vrai? Oui. Bah, c'est la normalité. Ah, Voilà, là, il y a donc là, c'est les téléphones. Moi, le mien ne fait pas ça. Ce que vous entendez, c'est l'application. Il y a un mec en skateboard, par exemple. Donc là, on entend les sirènes des gens et on l'entend dehors aussi. Et donc, On a 2 attend. minutes. On attend l'impact Oui. en espérant Donc que là, c'est on sait que c'est une interception. Donc là, on sait que c'est pour nous. Ah oui, là, c'est pour nous. Là. Parce que la première alerte, c'était genre, c'est pour vous en grand, et là, c'est pour nous spécialement. Ça tape sur Tel Aviv. Il y a ma femme, pendant qu'on enregistrait tout à l'heure, il y a ma femme qui devait venir à Tel Aviv pour voir son papa. Et au dernier moment, elle m'a envoyé un message. En me disant, je le sens pas, j'y vais pas. Est-ce que tu peux me prendre des vêtements? Je reste à la maison. Ouais, bah, c'est normal. Et elle a eu raison. Ouais. Parce que là, elle se serait retrouvée dans la rue, juste en entrant dans Tel Aviv, ça l'aurait encore plus stressée. Moi, j'essaye de me dire, de toute façon, c'est une question de chance, tu vois. Donc, si ça tape, ça tape. Mais bon, j'ai dit ça et c'est tombé à 100 mètres de chez moi. Donc, tu vois, c'est moi je me dis, de toute façon, on n'a rien à faire. Donc, je sais pas, c'est comme un truc de déni ou de. Ouais. Tu vois, de pas vraiment prendre conscience, quoi. Alors que je l'ai vu le missile faire un trou dans ma rue, tu vois. Je sais pas, peut-être que je suis un peu un déni. Je saurais pas dire. Quand la sirène s'arrête, ça veut dire que c'est bon. Enfin, ça va tomber. Ouais. Après, je sais pas si on va entendre les interceptions. Je suis d'accord pour rien entendre. Je suis ok pour... Non, ça c'est des portes qui claquent. Ça me le fait. C'est des portes qui claquent. T'es sûr que c'est des portes qui claquent? Déjà, le fait qu'on sache pas faire la différence, c'est plutôt bon signe. Tu vois, là par exemple, je suis en train de me dire, est-ce qu'on n'aurait pas dû aller au moins 5? Tu vois, c'est ça que je me dis. Ah ouais? Bah si tu veux, on descend. Non, Ok. non, on y est. Je préfère pas être dans la cage d'escalier. Ok. Non, mais ça va, moins 3. Ouais, moins 3 quand même, on est sur du béton armé. Ça va. Puis il y a plein de gens, je pense, qui savent que. Non, je sais pas, les gens... Especially for you. Tu vois, il y a un mec en skate là. Juste Attends, on n'a pas fait nos prédictions. Tu veux qu'on fasse là ou qu'on les fasse. Prédiction sur quoi? Sur combien de temps ça va durer? Quoi là? Bah non, toute la guerre. Ah, alors là, Tu veux qu'on demande aux gens? je pense que on est parti pour un moment quand Ils même. disent 2 semaines là. Ouais. Mais j'ai vu ce matin, attends, tu sais ce que j'ai vu ce matin? 100 jours. 100 jours de guerre. Ouais, mais t'as lu ça sur quoi? Sur quel site t'as lu ça? Sur Ynet qui disait que les Américains préparent un plan sur 3 mois, quoi, sur 100 jours. La question c'est est-ce que pendant 100 jours il va y avoir des missiles sur Israël ou pendant 100 jours il va y avoir la guerre en Iran? Est-ce qu'ils vont réussir à démanteler les missiles? Bah, j'en sais Et rien, parce après que- ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, enfin, Moi encore une fois je regarde chez moi. que Israël. Je sais pas. Franchement, ça me rassure pas, tu vois. Parce que même si au final il suffit qu'ils envoient un missile par jour, en fait. Ouais, il Tu vois. suffit d'un par Et puis jour. le Hezbollah et machin. Puis
final, il suffit d'un par jour pour nous donner le sentiment qu'on est en panique permanente. Et puis, ceux qui ont des enfants en bas âge et tout. Ouais, les écoles, tout est fermé. Il suffit que. Ouais. Donc, franchement. Mais là, tu vois, par exemple, il y a semaines. beaucoup de gens qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans le bâtiment. Ce bâtiment-là, dans lequel on est, c'est un bâtiment où il y a Des bureaux. où il y a des bureaux. Tu vois, les gens, il y en a certains qui sont descendus. Là, la dame derrière nous, elle a son laptop à la main. Donc, c'est des gens qui travaillent, tu vois. Ils sont Je venus pense au que boulot. les gens, ils en peuvent Ils sont plus là, aussi. oui. Tu peux pas travailler chez toi. Mais ça fait même pas une semaine. Imagine en France. La résilience, hein, la résilience. Ça fait même pas une semaine déjà. Ils sont bon. On retourne au bureau. On va se prendre un petit café. Mais regarde, nous, par exemple, on est venus. C'est une sirène. Non, c'est une trottinette électrique. Ça y est. On n'a pas reçu encore. Pas encore reçu. Ça faisait juste 1 heure. Ouais. Tu vois, c'était pour genre nous dire, bon, vous commencez à trop parler, les gars. Arrêtez. Vous radotez, Netanyahou. arrêtez de taper sur Netanyahou. Regardez, vous êtes vraiment des sales gauchos. Arrêtez, fermez vos gueules. Allez hop, aux abris. On va vous faire taire. Exactement. On n'aura pas dit notre dernier mot pour autant. Mais les gens qui sont en Israël, c'est à quel point les gens sont calmes en fait. Ouais. La plupart des gens, on nous dit ne partez pas en courant, ne courez pas, ne bousculez personne. Là, il y a un mec avec son chien. On ne le voit pas. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Bon, bah, Normal, quoi. Bon, voilà. Ça se passe comme ça chez nous. Le plus... ce Enfin... sera intéressant de savoir la semaine prochaine quand on enregistrera le podcast jeudi prochain où on en sera. All right. Ça a continué d'enregistrer et voilà, nous revoilà, on est revenus, on est encore là. Et ben voilà, bah, du coup, on va Du coup, voilà, s'arrêter là voilà, vous l'avez en live. Voilà, donc comme dans la vraie vie en Israël, après ça, on est un peu coupé dans l'élan, donc on va s'arrêter là. Et on vous invite à partager, à commenter, à liker, à follower. Like and comment. Voilà, et à nous suivre et à envoyer si ça vous a plu, si ça vous intéresse. Et ben... Si vous avez des questions, souvent il y a des gens, enfin, il y a des Ouais. questions, YouTube, même sur Spotify, on peut poser des questions et puis on regardera et on essaiera de répondre la semaine prochaine. Tu veux qu'on mette le jingle, notre jingle Pour la fin ouais, pour la En fin. bonne humeur. Allez. Genre en mode. Et faites attention à vous. Allez. Oh, ça fait mal aux oreilles. Hein. Bah, c'est trop fort. Non, approche-le. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.